Eh bien, bonjour, merci d'être encore là sur cette fin de week-end mycologique au Vigan. Merci aussi à Lyosha et les gens de la mairie du Vigan de m'avoir invité à vous présenter ce travail que j'ai mené. Donc, je vais vous présenter un travail d'enquête en Cévennes. Donc, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui étaient là hier. On était dans l'inframonde et des choses assez passionnantes autour d'usages anciens et renouvelés de champignons. Là, moi, je vais vous ramener sur notre territoire, plutôt Cévennes, Causse, même si je viens d'un petit peu plus loin côté Lozère, mais on a des territoires assez proches. Et donc, je me suis intéressée aux liens entre les hommes, les femmes et les champignons. Il y a quelques années, il en est sorti un livre, voilà, parce que le sujet qui m'avait pris un peu par surprise, c'est-à-dire, moi je suis plutôt ethnobotaniste au départ, je m'intéresse aux liens entre les sociétés, les plantes, et j'enquête notamment autour de chez moi. Donc. Et je me suis un peu fait surprendre par le thème des champignons qui s'est invité, voire imposé dans mon travail. J'ai enquêté sur les cueillettes anciennes et actuelles dans mon territoire et j'ai remarqué très vite que toutes les données que je commençais à engranger étaient très riches, plus riches du côté des champignons, ou en tout cas plus actuelles, les gens répondaient avec beaucoup plus de... Ils parlaient du présent quand ils me parlaient des cueillettes de champignons, alors que moi, je les interrogeais sur les plantes au départ. Voilà, donc j'ai été un peu obligée, quoi. Et en fait, je dis ça comme ça, mais je me suis complètement pris de passion, je pense, pour cette thématique qui élargissait beaucoup la vision qu'on peut avoir des relations entre les humains et la nature dans nos territoires. Voilà, donc pour moi, c'est une découverte un peu récente. Et je pense que je n'ai pas fini d'explorer parce que c'est un monde souterrain, hein, mais qui est très vaste. Voilà. Et donc le projet sur lequel je travaillais, ce n'est pas un projet scientifique à proprement parler, c'est un projet d'animation territoriale avec les foyers ruraux et qui s'appelle Mémoire au pluriel pour demain. Et l'idée, c'est vraiment de collecter des choses du passé et du présent pour l'avenir, pour retrouver la mémoire sur des choses dont on peut vraiment avoir besoin pour l'avenir. Voilà. Donc, c'est des projets qui continuent. Du coup, j'ai un petit peu laissé de côté mes plantes et je me suis mise à chercher des gens qui pourraient me parler plus spécifiquement des champignons. Et j'ai rencontré des ramasseurs de tout poil, hein, des ramasseurs des anciens, des venus d'ailleurs, du territoire depuis des générations, des hommes, des femmes, des vieux, des jeunes. Des qui cherchent des cèpes et des qui cherchent des... Alors, j'ai rencontré une personne qui cherche plutôt des petits lots, par exemple. Bon, ce n'est pas forcément les anciens locaux qui cherchent cela, hein, mais... Voilà. Alors, nous ne parlerons pas de coin, d'une manière générale. On en parlera. Ça, c'est des sujets tabous, vous imaginez bien. Un ancien collecteur, puisque la collecte, c'est-à-dire le fait d'acheter les champignons aux ramasseurs pour ensuite les transformer ou les vendre sur les marchés, etc. C'est un métier qui se perd un peu avec le changement de climat, mais qui a perduré, qui perdure encore un petit peu et qui a perduré jusqu'à très récemment. Et c'était vraiment intéressant d'avoir la vision de cette personne. Un mycologue, parce que, évidemment, voilà, vous qui êtes au Vigan sur ces journées mycologiques, vous voyez bien qu'ils ont des choses vraiment passionnantes aussi et un rapport aux champignons assez particulier.
un restaurateur qui s'y intéresse pour les transformer, qui a des recettes, etc. Un producteur. Alors un producteur, quelqu'un qui ne va pas les chercher dans le milieu naturel, mais qui les produit en labo un peu, hors sol, et qui a un rapport aussi tout à fait intéressant et particulier. Et ça semble un métier d'avenir. Je crois qu'ici, il y a des gens qui s'intéressent particulièrement à certains nouveaux débouchés des champignons. C'est vraiment là, on parle vraiment de l'avenir. Quelqu'un qui travaille au parc et qui se passionne dont le métier est de s'intéresser à la biodiversité, a un regard aussi très différent. Voilà. Donc je ne vous cite pas toutes les personnes que j'ai interrogées, mais c'est pour vous montrer que ce dont je vais vous parler, c'est des regards un petit peu croisés, qui ne sont pas tous les mêmes, mais quand même, il y a des choses qui ressortent de manière un petit peu permanente. Donc voilà, les territoires, je vous ai dit, c'est pas très éloigné d'ici. Ici, on est vraiment sur un côté Cévennes du Sud. Moi, c'est plutôt Cévennes, plus au nord, vallée du Tarnon et de la Mi-Marne. Donc là, c'est bassin versant côté Atlantique. Et avec un petit bout de Causse-Méjean, donc de Causse. Et alors, je parle de petite incursion sur l'Europe de l'Est. Malheureusement, je n'ai pas pu y aller, moi. Mais dans les personnes que j'ai interrogées, il y avait un jeune Roumain, nouvel habitant, et qui m'a livré un regard vraiment très intéressant à confronter avec le regard des locaux. Voilà. Donc ça, c'est pour l'échantillonnage. Donc voilà, ce territoire, je pense que juste quelques images, la Châtaigneraie, les zones un peu plus hautes, aussi un peu plus montagneuses, et puis les Causses. Donc vous imaginez bien qu'au niveau ressources en champignons, on a une grande diversité avec ce territoire, avec des roches et des altitudes différentes, et du coup des pratiques et des représentations assez différentes. Alors, petit préambule qui ne concerne pas du tout que notre territoire. Pour ceux qui étaient là hier soir, je pense que vous en avez vu un très bel aperçu. Pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, je ne sais pas s'il y en a, ça vous fait un petit rattrapage rapide. Je vais aller beaucoup moins dans le détail que ce qui a été fait hier. Mais donc, on va parler du fait qu'à l'échelle mondiale, les champignons, tout le monde n'aime pas. On aime ou on n'aime pas. Donc, je ne sais pas si vous avez tous perçu ou rencontré des gens qui, vraiment, dans les champignons, plus on s'en éloigne, et moins on en mange, et mieux on se porte. Moi, j'ai été confrontée à ça au cours de mon travail, là, dans un regroupement d'amis où on était vraiment deux clans au cours d'une balade, à savoir si on allait manger les pleurotes qu'on avait trouvées ou pas. Et il y avait des gens qui pensaient vraiment que j'allais empoisonner tout le monde avec des pleurotes trouvées sur un hêtre couché. Donc vraiment, ça, c'est le fait que certains vraiment ont une peur un petit peu extrême des champignons et ne souhaitent pas s'en approcher. Ça, c'est quelque chose auquel on est tous confrontés. Et donc, voilà, le fameux couple, les époux Wyson, donc un monsieur qui était américain, banquier, sa femme d'origine russe, Valentina Wyson, qui se marient et font un voyage de noces. Alors, moi, j'aime bien entendre la voix des gens, donc là, je vais vous donner à entendre un petit peu ce qu'ont dit les gens sur ce sujet-là. Donc voilà, ils se retrouvent dans une clairière au cours de leur voyage de noces. Et voilà ce que dit M. Wasson dans l'énorme livre qu'ils ont écrit au terme d'un long travail qui est parti de là. Il est très étonné par le fait que sa femme se rapproche de ces champignons qu'ils ont là au milieu de la forêt et qu'elle les appelle par un petit nom plein d'affection. Il est étonné par cette affection, elle les caresse, elle respire leur parfum.
Et lui, voilà, moins il en sait sur ces excroissantes putrides et perfides, le mieux il s'en porte. Donc tout part de là. C'est vraiment les premiers qui ne sont pas des chercheurs, des anthropologues, mais qui voient l'évidence qu'il y a quelque chose qui se trame, qui est un petit peu difficile à comprendre, mais en tout cas diablement passionnant, et c'est la quête d'une vie après. Et alors, comme vous pouvez le voir, Claude Lévi-Strauss, donc lui, anthropologue reconnu et vraiment crédible pour le monde scientifique, va se relayer le travail qui va être mené par la suite et relaie cette idée que, effectivement, il semblerait qu'il y a des peuples, il y a des aires culturelles où les peuples montrent une répulsion véritable, notamment les germaniques, les celtiques, d'un côté, et de l'autre côté, une ferveur exaltée. Et là, c'est plutôt les Slaves, mais aussi une grande partie du bassin méditerranéen. Et donc, voilà, à partir de là, on va parler de peuples mycophiles et mycophobes. Donc, voilà, je ne sais pas comment vous vous situez dans cette dualité-là. En tout cas, on va parler. C'est bien d'avoir cette histoire-là en toile de fond pour essayer de comprendre, nous, effectivement, comment on se situe, les gens autour de nous. Alors, on va revenir maintenant un petit peu du côté de chez nous et on va essayer de comprendre. Ah oui, non, pardon. On reste encore dans cette histoire-là. Donc, pourquoi cette passion d'un côté comme de l'autre? Et donc, ils arrivent à l'idée, l'hypothèse, la théorie qui continue à être travaillée aujourd'hui par des ethnomycologues, qu'au départ de cette histoire-là, il y a eu, ça on le sait, hein, des usages chamaniques de champignons psychoactifs. Pour ceux qui étaient là hier soir, je pense que vous avez découvert énormément de choses assez passionnantes là-dessus, donc, avec notamment les psilocybes. Celui-là, c'est celui qui pousse chez nous, et dont on a appris hier qu'il n'a été découvert que suite à la mise en lumière des usages au Mexique d'une autre espèce de psilocybe. Et évidemment, l'amanite, dont il a été beaucoup question hier soir aussi. Alors là, je vais faire un petit pas de côté et j'aimerais vous faire comprendre les choses autrement que par la raison et vous raconter une histoire, vous raconter un conte qui parle de ce champignon, l'amanite tumouche, voilà, il y a un mythe d'origine, un mythe très ancien et très secret, qui a été conté par une chamane que, justement, M. Wasson a eu l'occasion de rencontrer, d'interroger. Et donc, c'est lui qui a relayé un petit peu la découverte pour nous autres de ce mythe qui parle de ce champignon-là. Donc, je vous emmène vraiment ailleurs. Et nous voilà donc quelque part autour des grands lacs américains, chez les Indiens qu'on nomme Ojibwe ou Anashikake. C'est l'histoire de Misquedo. Misquedo, ce champignon au chapeau rouge moucheté de blanc, qui est le fils de grand-mère Cèdre et de grand-père Bouleau. Il y avait 2 frères. Ils étaient trop jeunes pour avoir déjà eu leur nom d'adultes. Alors on les appelait simplement grand frère et petit frère. Et grand frère et petit frère, ils vivaient tous les deux dans la même maison. Ils chassaient le même gibier, ils mangeaient la même nourriture. Et ils vivaient ensemble dans la paix et l'harmonie. Et tout était bien. Mais voilà que la nourriture a manqué pour leur peuple. Tout le monde cherchait des maigres racines, des insectes,
Et eux, ils ont dit, nous, on va aller chercher dans la montagne. On va aller plus loin. Et ils ont escaladé, ils ont marché longtemps. Et puis, ils ont fini par tomber sur un trou dans la montagne. Ils se sont approchés, ils se sont dit que peut-être là, il y aurait des bêtes sauvages. Et au fur et à mesure qu'ils s'approchaient, ils ont entendu une drôle de musique, des bourdonnements, comme des bourdonnements d'abeilles qui sortaient de la bouche de la terre. Ils se sont approchés encore. Il y avait de la lumière qui sortait aussi. Et quand ils sont arrivés devant l'ouverture, là, ils ont vu comme une grande clairière sous la terre, avec une lumière, un soleil incroyable. Et au milieu de la clairière, il y avait des dizaines et des centaines de miscuedo, ce champignon aux pieds blancs et au chapeau rouge moucheté de blanc. Et tous ces miscuedo, ils tournaient sur eux-mêmes, ils tournaient dans une grande danse collective. Grand frère, il a tout de suite dit à petit frère, il voyait bien que les yeux de petit frère commençaient à briller, à regarder ce spectacle. Il lui a dit, attention, on ne sait pas si ce sont des bons ou de mauvais esprits. Rentrons au village et parlons-en aux anciens et aux chamans. Et petit frère, lui, il n'a pas du tout écouté grand frère, il a foncé à l'intérieur de la grotte. Et il s'est mis lui aussi à tourner, à danser, à tourner autour du plus grand et du plus beau des champignons. Et là, grand frère, il a vu petit frère se mettre à tourner de plus en plus vite, comme une toupie, et se transformer. Il a vu ses jambes qui se rejoignaient pour ne former qu'un seul pied, qu'une seule jambe. Il a vu sa tête gonfler, devenir rouge, mouchetée de blanc. Il a vu comme des moustaches blancs qui volaient en tournoyant comme des nuages sur sa tête. Et quand il a vu ça, il a vu qu'il ne pouvait rien faire pour son frère, alors il a décidé de rentrer vite au village. Il est rentré en courant, il est allé trouver les anciens, le chaman, et il leur a expliqué ce qu'il avait vu. Il leur a demandé comment faire pour ramener petit frère de sa danse folle. Les anciens, ils n'avaient jamais entendu parler d'une telle chose. Le chaman, il a dit, on va faire parler le tambour. Et ils se sont éloignés. Le grand frère, il a entendu au loin le son du tambour. Il a attendu longtemps. Puis le son s'est arrêté, ils sont revenus, ils ont dit, le tambour a parlé. Il y a peut-être un moyen de ramener petit frère. Ça sera difficile. Il te faudra aller sur la plus haute montagne, grimper sur le plus grand des pins et attraper les 4 plumes de la queue du plus grand des aigles, oiseaux tonnerres. Grand frère, il aimait petit frère plus que sa vie, il était brave, il y allait. Il a réussi à ramener 4 plumes d'oiseaux tonnerres. Et vite, il est allé à la grande grotte, au trou dans la terre. Et quand il est arrivé, il a fait exactement ce que lui avait dit le chaman. Avec ses 4 plumes, il s'est dirigé d'abord vers le plus vieux de tous, celui qui avait l'air le plus sage et qui tournait dans un coin. Et il lui a planté sur le chapeau une des plumes de l'aigle. Et là, le champignon s'est arrêté de tourner. Après, vite, il est allé vers le plus grand de tous, celui qui était au milieu. Il a fait la même chose et lui aussi s'est arrêté. Et puis enfin, vite, il a planté la plume sur son petit frère, qui était devenu miscuedo lui-même. Et son petit frère s'est arrêté, il l'a pris dans les bras vite. Il est sorti de la grotte et il a placé là la 4e plume pour empêcher les esprits de les rejoindre. Et il est retourné au village avec son petit frère dans les bras. Au fur et à mesure de la descente, il sentait petit frère se faire de plus en plus lourd et puis il l'a vu reprendre forme humaine et petit frère est descendu jusqu'au bout du chemin avec lui et ils sont arrivés au village. Et là, ils ont remercié le chaman. Et ils ont repris leur vie et ils ont continué à chasser ensemble, à vivre ensemble dans la paix et l'harmonie et tout était bien. Enfin, presque. Parce que depuis cette danse dans la grotte, grand frère,
tous les matins, quand il se réveillait, il ne se sentait pas bien du tout. Il se sentait triste, il se sentait complètement... Il avait perdu le goût de la vie. Alors que petit frère, lui, il se réveillait en pleine forme, il riait, il chantait, il dansait, il pétait le feu, petit frère. Et grand frère, il ne comprenait pas pourquoi. Et puis surtout, il ne comprenait pas pourquoi. Régulièrement, surtout autour de la pleine lune, il disparaissait la nuit. Alors il lui a demandé. Il voulait en avoir le cœur net et petit frère a dit « Oh, c'est juste que j'ai besoin d'aller uriner derrière le wigwam. » Grand frère, il savait bien que ce n'était pas ça, que c'était trop long. Alors une nuit, il l'a suivi. Et grand frère, il l'a suivi sur un petit sentier qui menait jusqu'à une grande clairière et il l'a vu. Il a vu son petit frère, revêtu d'une grande robe rouge, mouchetée de blanc, se tenir au milieu de la clairière, dressé comme un champignon, et chanter une chanson, croyant entendre le bourdonnement d'abeilles, une chanson joyeuse, qui disait à tous ceux qui étaient avec lui dans la clairière et qui le regardaient comme un dieu. Et elle disait, depuis que je suis revenue de mon expérience surnaturelle, j'ai rapporté pour vous un remède à tous vos maux, qui vous rendra joyeux et qui ramènera la paix et l'harmonie. Il vous suffit de venir boire à ma source et vous serez éternellement heureux. Et après qu'il chante ça, grand frère a distinctement vu que petit frère urinait abondamment et que tout le monde venait avec des petits récipients faits en écorce de bouleau pour recueillir l'urine de petit frère et qu'il le buvait. Et il semblait effectivement heureux et fort. Voilà l'histoire qu'a racontée la chamane qu'a rencontré Wasson. On revient sur Terre un peu. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé après ? Figurez-vous qu'il y a deux fins à cette histoire. Selon les endroits où les anthropologues ont essayé qui ont réussi à ramener de tels matériaux précieux et rares, il y a deux manières de terminer l'histoire. Alors certains, dans certaines parties plus au nord, d'après ce que j'ai compris, disent que la fin de l'histoire, c'est que grand frère a réussi à ramener petit frère à la raison et qu'il a arrêté de faire ces pratiques un peu folles et que tout est rentré dans l'ordre. Ça, c'est la première version. Et puis la deuxième, c'est celle que racontait la chamane à Wasson. Dans l'autre version, c'est petit frère qui a réussi à persuader grand frère. Et grand frère est devenu adepte de ce nouveau rituel. Et en adorant Miss Quedo, tous les gens du village sont venus les rejoindre aussi. Et ils ont dit l'histoire, vécu très heureux. Et la paix et l'harmonie est restée sur la tribu tant que le rituel a été accompli. Voilà donc cette drôle d'histoire. Pour ceux qui étaient là hier soir, vous avez tout compris l'histoire et fait le lien avec des pratiques qui ont pu être observées en Sibérie, notamment au 19e par des voyageurs, où on voit effectivement, où ils ont vu effectivement des chamans sibériens qui urinent, et l'urine est absorbée par les personnes qui participent au rituel. Tout ça a été un peu développé hier. Je ne m'attarde pas là-dessus, mais en tout cas, je trouve intéressantes les deux fins. Et là, on retrouve vraiment la partie mycophobe et mycophile, et ça donne, évidemment, c'est pas pour rien que Wasson était très heureux de trouver ça et d'étayer sa théorie avec cette histoire-là. Ouais. En fait, je vais les enlever parce que j'y vois assez bien. Ça va. Merci. Voilà, donc le champignon sacré. L'idée évidemment de Wasson, c'est que ces pratiques ont pu exister
dans des temps très reculés un petit peu partout, et que le champignon sacré va plus tard être diabolisé, devenir tabou, en particulier dans les sociétés christianisées. Et donc voilà la manière dont Claude Lévi-Strauss parle de cette hypothèse. Voilà, donc qui prendrait... ce que je trouve intéressant, notamment dans cette citation de Lévi-Strauss, donc, c'est qu'il évoque, pour parler de l'intérêt passionnel de certains peuples ou certaines personnes, il évoque les manifestations parisiennes où on trouve une ferveur joyeuse qui règne sur la grande exposition de champignons organisée chaque automne par M. Heim au Muséum. Donc là encore, pour ceux qui ont eu la chance d'entendre l'intervention d'hier. Et ce qu'on vit ici dans ce genre de rassemblement, voilà, on reconnecte quelque chose de cette ferveur collective autour du champignon, même si on est bien d'accord qu'on ne pratique pas un rituel chamanique. Voilà, donc la survivance d'un très ancien culte. Voilà, donc on a dressé un petit peu ce tableau, et on peut revenir avec nos Cévenols et nos Cosnard. Et voilà, je ne vais pas vous raconter tous les détails de tout ce que m'ont raconté tous ces gens, ce serait trop long. Mais la question qu'on peut se poser, c'est alors, ils sont mycophiles ou mycophobes? On peut partir de là et voir dans ce qui a pu être rassemblé, où est-ce que ça nous amène. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, si parmi vous, il y en a qui ont une petite idée de par leur propre relation. Là, on parle des Cévenols ou des Cosnard aussi, mais un peu d'origine, parce que évidemment, après, on a des phénomènes de culture qui se croisent et qui s'influencent, bien sûr. Mais comment vous les voyez, les Cévenols, là, les autochtones par rapport aux champignons? Très mycophiles. Plutôt mycophiles, très mycophiles. Méga mycophiles, ok. Il n'y a pas d'autres avis. C'est toujours bien d'avoir des avis variés, non? Alors, voilà ce qu'en dit, figurez-vous, toujours notre ami Lévi-Strauss. On a de la chance. Il avait une maison, ses parents avaient une maison à Valrouge. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Vous êtes au courant. Et voilà. Et donc, voilà ce qu'il dit à ce propos. Du coup, ça l'intéresse. Lui, il n'a pas forcément publié des écrits sur les Cévenols, mais parce qu'il y allait en vacances. Mais voilà ce qu'il dit. Les paysans des Cévennes méridionales, où je vais en vacances, depuis 30 ans, éprouvent une passion immodérée, comme vous l'avez dit, pour certaines variétés de cèpes, ceux dont la chair est parfaitement blanche et qui ne bleuissent pas. Qu'on annonce leur sortie dans la montagne, et là, tout le monde s'en va. Enfin bon, je vous passe un peu les détails de la citation. Par contre, en revanche, les autres variétés de cèpes, même inoffensives, et tous les autres champignons comestibles sont tenus pour des poisons mortels. Bon, il exagère un tout petit peu, mais les Cévenols se conduisent donc comme des Slaves d'un côté et comme des Anglo-Saxons d'un autre côté. Donc pour lui, c'est un peu une réponse plus ambivalente. Voilà. Et alors, moi, ce que j'ai rencontré dans mes enquêtes, ça tombait bien quand j'ai trouvé ces écrits de Lévi-Strauss. J'étais contente parce que ça correspondait vraiment à quelque chose qui me déroutait, quoi. Je sentais que c'était pas si clair que ça, la mycophilie des Cévenols. Alors, qu'est-ce que j'ai pu observer justement du côté de la mycophobie? Alors, je vais vous faire entendre un petit peu des phrases qui représentent bien ça. Donc, voilà, la prudence. Prudence. Ici, nous autres, c'est simple. On ramassait que les cèpes, quelques oranges. Donc, lui, il corrobore bien ce que dit Lévi-Strauss. Bon, des fois, quelques girolles. C'est tout. Les autres, on y donnait un coup de pied. Donc, ça correspond vraiment. Le coup de pied, il n'est pas nécessaire quand on ne s'intéresse pas à un champignon. C'est vraiment un petit geste en plus qui signifie quelque chose. Et je l'ai entendu plusieurs fois. Et d'ailleurs, quand on se balade, on voit bien les coups de pied, aussi dans les amanitubes, par exemple. C'est assez...
Ici, nous autres, ça y est, oui, pardon. Un jour, je vais vous faire un plat de champignons à un paysan. Dedans, il y avait un cèpe royal. Le cèpe royal, c'est voilà, un cèpe qui n'est pas tout blanc, qui est un peu différent, qui n'est pas repéré par les gens. Lui, ce monsieur-là, il avait vraiment élargi c'était un peu un spécialiste et il avait élargi sa collecte. On ne l'a pas mangé, Kezako, Kezumbombo cabro. Ça veut dire qu'il tue les chèvres. Il y a aussi l'autre nom qu'on donne à ces champignons plus ou moins. Alors lui, il n'est pas bleuissant, mais notamment à tout ce qui ne ressemble pas à un cèpe. Bombo cabro qui tue les chèvres, et il y a aussi Massa parent qui tue les parents. Et ils l'ont jeté. Donc vraiment, ce que dit Lévi-Strauss s'observe toujours. C'est pas. Alors, pourquoi, par exemple, certains qui sont très colorés, on ne les ramasse pas? Là, il y a vraiment l'idée de tentateur dans ce qui est dit aussi. Quand on voit une tumouche, on dit elle est trop jolie pour être bonne, et encore une fois, on lui donne le sacrement du pied. Pardon ? Le sacrement du pied. C'est une jolie expression. D'ailleurs, il y a un côté sacré, tiens, au fait. Et puis ça, c'est le jeune roumain qui lui dit, alors donc vous voyez que c'est pas qu'ici, c'est toujours bien de voir, de relativiser. Oh, nous on dit quand quelque chose est trop joli, qui t'attire comme ça, ou c'est fait exprès, il est mauvais, surtout les colorés, très très colorés. Donc voilà, le côté tentateur, on retrouve un truc un peu diabolique derrière. Encore autre chose qui va nous rapprocher de ce côté diabolique, c'est le fait qu'il y a assez régulièrement des liens qui sont faits avec les champignons et les serpents. Et notamment cette femme qui, quand elle était petite et qu'elle se faisait enseigner par les anciens à les ramasser, où on lui disait, attention, quand tu pars aux champignons, tu dois mettre des chaussures hautes, des bottes, il faut faire du bruit avec des bâtons, chanter dans les bois pour éloigner les vipères. Donc c'est revenu assez régulièrement, ces histoires de serpents. Alors là, quand on va chercher dans des textes un peu anciens, on voit que c'est quand même une vieille histoire, le lien entre les champignons et les serpents. Pline l'Ancien écrivait que ce qui rend vénéneux, notamment les champignons, c'est de croître près du trou d'un serpent et être frappé de son haleine lorsqu'il commence à s'ouvrir. Et puis là, c'est pareil, on sort de notre ère, mais ça confirme que ça, c'est quelque chose de très large et pas du tout uniquement lié à chez nous. Voilà une peinture néerlandaise du XVIIe, et ce peintre-là, Otto van Schrik, a énormément peint champignons et serpents ensemble, des sortes de... On ne peut pas trop parler de nature morte, là, parce que c'est assez vivant, finalement, mais en tout cas, c'est très macabre et très... voilà, c'est plutôt fait pour nous en éloigner. Bon, lui, il est d'une ère plutôt mycophobe. Voilà. Donc là, j'ai fait un petit tour des signes de mycophobie. Maintenant, on va aller voir du côté de la mycophilie. Là, c'est plus joyeux et encore plus évident, alors, il y a un terme que j'ai très souvent entendu, je ne sais pas si c'est un terme que vous entendez par ici, mais ça ne m'étonnerait pas, j'ai très souvent entendu « les champignons, ça engraine ». Et le mot « engrainer », il n'est pas que positif, en fait. Là, on est un petit peu sur l'interface entre le phobie et philie. Ça engraine, ça veut dire que ça prend la tête et que ça rend un peu fou, quand même. Mais on aime bien se laisser aller à cette passion dévorante, quoi. Et vraiment, c'est un mot que je ne connaissais pas et que maintenant, je crois, est très associé aux champignons. Ça vous parle, le mot engraine ? Voilà. Alors, on va se poser la question, du coup, qu'est-ce qui fait courir les chercheurs de champignons de tout poil, évidemment, d'abord ceux qui mangent les quelques espèces très valorisées par ici. C'est quoi les moteurs ? Et ça, c'est des choses que, dans des enquêtes, on se rend compte que c'est des choses très variées. Donc, j'aimerais bien vous entendre dire, c'est quoi votre moteur ? C'est quoi d'abord qui vous fait, pour ceux qui y vont, allez. Ouais, alors c'est
c'est quoi qu'on recherche quand on va chercher des cèpes? C'est quoi qui nous... Enfin, vous, parce que c'est pas la même chose pour tout le monde et il y a vraiment beaucoup de choses. Pardon? Voilà, c'est une autre... Et alors? Ouais, la quête, ça, c'est sûr que ça fait partie d'une sorte de jeu. Ouais. Alors, je crois que tout le monde n'entend pas. Si vous pouvez parler un tout petit peu plus fort. Ouais. Et la couleur peut-être aussi pour certains. Ouais. Et voilà. Là, enfin, quand on parlait du fait qu'il y a quelques champignons qui sont ramassés, c'est pas les mêmes selon les familles. Pour certains, ça va être le cèpe et l'orange. Pour d'autres, la girole et pour d'autres, la trompette de la. Enfin, il y a des cultures familiales. Ouais. En tout cas, alors, les bouletières, on va en parler un petit peu. Je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est une bouletière. C'est un mot, alors là... ça s'écrit bouletière, mais ça se prononce, moi, j'ai toujours entendu dire bouletière. D'ailleurs, j'écrivais bout, du coup. Ah, alors ça dépend, pardon. Chez moi, c'est plutôt bouletière, ici bouletière, d'accord. Alors, c'est quoi une bouletière? Voilà. C'est un lieu repéré il y a une sorte de géographie par famille des lieux où on a ces bouletières qui est très appropriée par les... Il y a chacun de ces coins, voilà. Donc c'est sûr, ça fait partie du jeu. Est-ce que vous voyez d'autres choses qui amènent... Cette histoire de quête de champignons, c'est comme un rapport primordial avec la nourriture. Ouais. C'est la nature qui me nourrit, il n'y a pas d'intermédiaire entre moi et la nature. En tout cas, c'est ça qui anime cette quête. Donc il y a le lien à la nature, les longues balades, mais aussi le côté nourricier et autonomie. Voilà, il y a plusieurs choses dans cette idée-là. C'est moi qui suis actrice principale de cette action d'aller chercher la nourriture. Il y a le côté vraiment autonomie. Et acheter des champignons, il y a des gens qui ne peuvent pas, c'est sûr. Il y a aussi le plaisir de les manger. Absolument, la gastronomie, le plaisir de les manger, ouais. Il y a moi, dans ce que j'ai entendu, est-ce qu'il y a d'autres choses qui n'ont pas été dites? Puis après, je vous dis ce que moi j'ai entendu, mais c'est évidemment pas exhaustif. Hein. Ouais. Ouais. Compétition, jeu. Tout à fait, ça c'est très fort. La sortie de champignon, ça sort au moment précis, le cèpe, il sort ouais. 3 jours, le cèpe va sortir, donc tout le monde va. Ouais, on va en parler, j'ai une belle anecdote là-dessus, ouais. Et je trouve qu'il y a une variété aussi d'apparence dans les champignons qui fait qu'on a toujours trouvé le plus atypique ou le plus coloré. Ouais. On a vraiment énormément, comme hier on a fait une sortie. La diversité, ouais. Sur 200 mètres, on a trouvé une trentaine d'espèces différentes, des fluo, Oui, ça, il y a le côté vraiment connexion avec une nature très diverse et être dedans. Et, ouais. Il y en a à dire. Des vitamines particulières et comme ça favorise la production de glutathion dans les cèpes, et donc il y a un besoin physiologique des gens qui vont chercher les champignons, même si on n'a pas conscience. Tout à fait. Et aussi, je le regarde avec une approche psychanalytique, et le champignon il sort, comme on disait une dame, il sort de la terre, c'est un phallus. Et donc, dans ce travail inconscient et les frustrations, comme la cigarette est un remplacement
Et donc il y a même de la psychothérapie derrière, effectivement. Ça nous effraie. Pas du tout. Non, mais voilà, on pourrait encore passer un petit moment là-dessus, hein, mais on le voit, c'est vraiment très, très complexe et selon les personnes, ça ne va pas être la même chose. Donc moi, j'ai reclassé un peu tout ce que j'ai entendu dans quelques catégories. Il y a le plaisir de la connaissance. On a parlé du lien à la nature, mais il y a aussi le fait de comprendre, de s'émerveiller de l'élargissement de sa compréhension du vivant. Ça, c'est quelque chose chez tout le monde, que ce soit chez les anciens ramasseurs de cèpes, et vous allez voir, hein, je vais le détailler un peu, c'est vraiment très fort. La quête, le jeu, le lien à la nature, le goût du sauvage, on en a parlé un peu, la gastronomie, les ressources économiques, vous n'en avez pas... Si, un peu parlé, puisqu'on parle de manger, d'être autonome, mais c'est vraiment, ce côté-là ressort vraiment très fort dans ce que j'ai pu entendre. Il y a quelque chose que je n'ai pas mis là, mais il y a le côté esthétique même. Vous en avez un peu parlé, l'esthétique, la beauté, ça sort très fort aussi. Voilà, donc ressources économiques, je ne vais pas tout détailler, mais on va approfondir deux, trois de ces raisons de courir derrière les cèpes. Alors une petite musique pour nous introduire un petit conte, merci, qui est plus court celui-là et qui dit beaucoup. Moi j'aime beaucoup les contes pour comprendre un petit peu, ressentir le dessous des choses. Et donc ce conte, alors les contes que je vous raconte, comme vous le voyez, ils ne viennent pas des Cévennes, hein, mais ils parlent beaucoup et ils résonnent beaucoup avec ce que j'ai pu entendre de la bouche des Cévenols. Donc c'est un conte sur l'origine des champignons qui se raconte en Bohême, c'est-à-dire en Tchéquie. C'est Jésus et Saint-Pierre. Jésus et Saint-Pierre, ça leur arrivait, je ne sais pas si ça leur arrive toujours, de venir sur la terre pour voir si tout se passe bien et remettre un peu d'ordre aux choses. Et les voilà qui passent dans un village de la forêt et ils entendent qu'il y a une grande fête à l'intérieur d'une maison et Saint-Pierre qui a un peu faim, il dit on pourrait aller voir comment ça se passe leur fête. Jésus lui dit d'accord, mais je te connais, toi, ces gens sont pauvres et tu vas encore vouloir accepter tout ce qu'ils vont vouloir t'offrir. Tu sais comme ils sont pauvres mais ils donnent tout, donc on ne prend pas de nourriture, hein, Saint-Pierre, sauf un peu de pain et c'est tout. Saint-Pierre dit d'accord, mais bon, ils rentrent et puis ils sont invités au mariage, au festin où effectivement la maîtresse de maison a mis tout ce qu'elle avait et évidemment elle propose à ces deux vieillards de se régaler et tous les deux ils restent un peu sur leur compte à soi et puis au moment de partir ils remercient, ils acceptent juste un peu de pain et puis Saint-Pierre qui a une sacrée faim, il voit qu'il y a un beau gâteau qui est resté dans un coin et discrètement il le prend, il le met dans sa poche. Et puis ils sortent de la maison et ils reprennent leur chemin, Jésus devant dans ses pensées et Saint-Pierre derrière avec son petit larcin. Et chaque fois qu'il essaie de manger un petit morceau de gâteau, juste à ce moment-là, Jésus se retourne et lui dit « Qu'est-ce que tu manges ?» Il dit « Rien !» et il recrache. Et comme ça, tout le long du chemin. Et puis, à un moment, Jésus s'arrête, se retourne vers Saint-Pierre et vient à lui et lui dit « Bon, maintenant, tu vas aller voir sur ton chemin ce qui se trouve. » Saint-Pierre, un peu penaud, fait le chemin et il revient au bout de quelques instants avec une récolte de drôles de choses. Ça ressemble à des plantes, ça a l'air bien nourricier. Il dit « Je ne sais pas si tu n'étais pas là tout à l'heure. » Et oui, dit Jésus, c'est les morceaux de gâteau que tu as laissés sur ton chemin, que tu as pris à ces pauvres gens. Et bien maintenant, voilà, ce sera de la nourriture pour les pauvres. Et ce sera pour les pauvres. Alors, on dit aussi que, certes, c'est la nourriture des pauvres d'abord, les champignons, ça leur est réservé en premier, mais
que ça ne nourrit pas beaucoup, puisque Saint-Pierre n'avait pas vraiment réussi à se nourrir avec. Voilà ce que nous dit ce conte aussi. Voilà, donc ce petit conte d'origine étiologique qui, je trouve, résonne assez bien avec des phrases comme celle-là que j'ai entendue. C'est le bon Dieu qui fait sortir les champignons, ce n'est pas une semence cultivée par le propriétaire. Et vraiment, dans les discours des gens, ça revient beaucoup que, en tout cas traditionnellement, je crois que les choses ont un peu changé depuis qu'il y a la voiture et des gens qui peuvent changer de territoire et aller ramasser ailleurs. Et là, ça pose quelques petits problèmes de propriété. Tout le monde connaît ça. Mais en tout cas, vraiment, dans vraiment les pratiques de village de collecte de champignons, c'est considéré comme pour tout le monde. C'est celui qui se lève le plus tôt qui a droit, et c'est très bien, ça rentrait très très bien dans les us et coutumes. Il y a même un dicton qui dit ça, c'est celui qui se lève tôt qui peut avoir les champignons. Voilà. Donc ce côté économique, en fait, duquel ça nous parle, hein, c'est-à-dire le lien qu'il peut y avoir avec les gens qui sont sans ressources, qui sont pauvres, c'est des choses qu'on va retrouver dans des textes, notamment de quelques botanistes qui venaient herboriser du côté de la Lozère et des Cévennes, et qui observaient des choses. Ils ne parlent pas énormément des champignons, quoique il y en a qui se sont beaucoup intéressés aux champignons. Et voilà ce que nous dit ce botaniste Louis Planchon. Pour les classes pauvres, les champignons sont une très grande ressource, dans un bouquin sur les champignons comestibles et vénéneux, en Russie, en Allemagne, en Italie, et même en France, dans les Cévennes. Bon, lui, il était à Montpellier, donc effectivement, les Cévennes, il y avait accès. On en consomme des quantités considérables, et les années de sécheresse sont plus dures que les autres, car pour les paysans qui sont privés de cette nourriture abondante, fortifiante et gratuite. Donc c'est quelque chose qui est vraiment observé, repéré, que en Cévennes, c'est pas rien. C'était très important pour la survie. Alors, il y a dans beaucoup de commentaires sur la manière de cuisiner des plus anciens que j'ai interrogés, à part les cèpes, ils blanchissent tout. Quand ils mangent autre chose que des cèpes, ils blanchissent. Et il y a une forme de détoxification probablement qui a justifié cette pratique. Et un autre botaniste a observé comme ça qu'il en a été un peu question hier du fait que l'amanite tumouche a pu être consommée dans différents endroits du globe. Et à Génolac, sous le Mont-Lozère, plusieurs familles recueillent l'amanite tumouche, s'en nourrissent, avec un traitement particulier, en le faisant bouillir longtemps, en jetant l'eau. Et elles en utilisent des quantités considérables, nous dit-il. Donc j'imagine que des années où il n'y avait pas beaucoup à manger, effectivement, pour des familles pauvres qui avaient qui se risquaient à cette pratique-là, ça pouvait être d'une grande aide. Donc après, il rajoute évidemment qu'on imagine bien ce qu'un oubli et une mauvaise pratique peut avoir de dangereux. Tout à fait. Tout à fait. On en a bien parlé hier, effectivement. Bon, dans le cas de l'amanite tumouche, ça aurait été des désagréments seulement et pas la mort, probablement. Sauf à très, très grande quantité, peut-être. Je crois qu'il y a très peu de cas de mort avérés. Ouais. Dans mon village, il y avait une vieille dame que je n'ai pas connue malheureusement, mais dont on m'a parlé, qui, pendant la guerre, donc ça c'est ce qu'elle racontait à une jeune femme qui allait à l'école et qui passait devant chez elle, et elle lui parlait des champignons et de l'importance que ça avait pendant la guerre. Et cette femme lui disait, pour être sûre de ne pas mourir, tu écartes la lèvre inférieure, tu prends un bout de champignon, tu le frottes à l'intérieur et tu attends 1 heure. Si ça ne fait pas de réaction, tu peux le manger. Bon, là aussi, vous pouvez imaginer, avec une amanite phalloïde, je ne suis pas sûre que... En tout cas, ça nous montre, ce témoignage, il nous montre aussi
la guerre a été un moment particulier de revitalisation de pratiques plus anciennes pour essayer de valoriser cette nourriture gratuite, quoi. Alors ça, c'est pour la consommation des familles. Mais il y a l'argent des champignons. Et l'argent des champignons, ça a été aussi quelque chose de très important dans les foyers à partir du moment où, en ville, il commençait à y avoir vraiment l'engouement pour manger des champignons qu'on achetait sur le marché. Et donc, dans les Cévennes, on faisait sécher jusqu'à assez récemment les gens de mon âge parlent de leur grand-mère qui faisait sécher partout dans le grenier pour faire des énormes sacs qu'elle allait vendre au marché vers la plaine, quoi. Et donc, ça, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, ça s'est transformé en champignons frais qui étaient collectés tous les jours, notamment dans la zone où j'ai travaillé. Là, tous les jours, à la saison des cèpes, il y avait le collecteur qui passait. Et ce vieux monsieur nous dit « Ah ben, on pouvait acheter des trucs ». Bon, il n'y a pas que lui qui dit ça. Mais je trouve amusante la manière dont il en parle. Bon, on dit que c'est bien, qu'on peut acheter plein de trucs, oui, pas trop quand même, mais quand même, on sent que c'est pas facile d'en parler de ces revenus complémentaires. Pour arrondir les mois, ça c'est un joli terme aussi. Et le jeune homme roumain, lui, parlait de son pays à lui, le côté économique. Bon, vous le savez sûrement tous, pour ceux qui ont voyagé ou qui connaissent un petit peu parfois les problèmes et les disputes qu'il peut y avoir avec des équipes qui viennent dans l'est de la France, par exemple, pour cueillir. Alors, il disait, depuis 89, dans mon pays, vraiment, c'est devenu un mode de vie, de survie, très, très important. Parce qu'il y a eu toute la désorganisation qui a suivi pour eux la révolution. Et donc, voilà, il y a des pays où, selon en fait les événements, les guerres, les révolutions, etc., les champignons ont une certaine importance. Toujours sur ce versant économique, il y a une nouvelle... de nouvelles perspectives qui se font jour avec la culture des champignons. Là, on sort complètement de la culture cévenole dont on parle là. C'est plutôt des gens qui viennent d'ailleurs avec une autre culture, qui vont expérimenter, chercher. Et donc là, sur mon territoire, il y a cette personne, Charles, qui est arrivé il y a 35 ans, je pense, près du col de Jalcrest, qui voulait être agriculteur en Cévennes, il ne savait pas encore trop de quoi, et qui a peu à peu construit son exploitation autour de la production, d'abord sur des troncs à l'extérieur, et puis peu à peu, il a perfectionné son système, il fait des shiitakes, il fait des pleurotes. Il expérimente d'autres espèces actuellement, et c'est un système, comme il dit, très réfléchi d'un point de vue écologique. Ils font chauffer leur substrat avec le bois de leur châtaigneraie. C'est vraiment un peu un modèle. C'est pas trop facile pour autant. Actuellement, je sais qu'il a vraiment parfois des problèmes de champignons qui viennent parasiter ces champignons, etc. Et c'est pas un métier facile. Ça demande énormément de technicité, mais là, on sent qu'il y a vraiment une demande, une très forte demande. Et encore d'autres, peut-être il y a quelqu'un qui pourra en parler tout à l'heure, qui est dans la salle. Il y a aussi d'autres raisons de cultiver les champignons pour d'autres usages qu'alimentaires. En tout cas, voilà, là, on est sur de l'avenir. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour pour le côté ressources économiques. Après, il y a le plaisir de la connaissance. Alors là, il y a énormément de choses, autant chez les gens du cru que des gens qui viennent d'ailleurs et qui ont une culture beaucoup plus large de la connaissance des champignons. Donc les mycologues, évidemment, dans les personnes avec lesquelles j'ai travaillé là, il y a donc
un mycologue qui a fait un petit peu le travail qui se fait ici sur le Vigan, sur Florac, qui organisait comme ça des week-ends mycologiques et qui a passé une grande partie de sa vie à faire des inventaires, à observer, et qui parle de ce que ça représente pour lui, pour un mycologue comme lui, cette quête de connaissance. Et donc il parle de quête intellectuelle, réellement, élucider des mystères. C'est compliqué, c'est aussi pour ça que ça attire, ça l'attire. La complexité fait partie de la passion. Essayer de comprendre quelque chose qui est caché et incompréhensible fait partie du challenge. Voilà. Ça, juste pour le clin d'œil, le bolet à pied rouge qu'on appelle récompense du mycologue, c'est donc la possibilité d'élargir la variété de ce qu'on mange parce qu'on a accès à des reconnaissances plus fiables de champignons qui sont rejetés par les autres. Il nous rappelle, alors sans doute là dans la salle tout le monde est plus ou moins au fait avec ça, mais ça ne fait pas si longtemps qu'on sait que la connaissance a avancé pour comprendre que les champignons sont un règne à part, le règne des fonges. Et donc, il nous rappelle qu'à partir du tronc commun de la vie, il y a eu une branche qui est partie vers les végétaux, on va le voir sur le schéma après, une qui est partie vers les animaux, et celle des animaux se ramifie et donne la branche des champignons. Donc c'est plus proche des animaux que des végétaux. Et ça fait partie un petit peu de la passion, de la connaissance, de comprendre mieux l'évolution de la vie. Et c'est vrai que pas que pour les chercheurs, pour tous ceux à qui ces histoires sont racontées, voilà, la chitine est un composé spécifique de la membrane des cellules des insectes et des crustacés, et ça, c'est un des signes. Voilà, là, vous voyez je ne sais pas comment ça marche, ce truc. Vous voyez l'illustration de ce qu'il explique avec la branche verte, qui est la branche des végétaux, et puis ensuite, ça part sur une branche qui rougit un peu, et vous voyez qu'effectivement, la branche qui conduit au règne animal se divise avec la branche des champignons. Ça fait un beau dessin de la vie. Et ça, c'est le plaisir de la connaissance. Et puis, il y a la prise de conscience de plus en plus nette de l'importance des champignons dans le fonctionnement de la nature, dans cette histoire-là. Donc, un petit rappel, là aussi, je passe vite parce que je pense que ici, vous êtes tous bien au fait de cette histoire-là. Donc, les champignons, ce n'est pas des végétaux, ils n'ont pas de chlorophylle, ils ne font pas de sucre. Ils ont besoin de puiser leur nourriture quelque part. Et donc, ils ont trois manières. Soit ils vivent sur des êtres vivants morts, plus ou moins décomposés, ça profite alors, soit ils sont parasites sur des animaux ou d'autres des végétaux, ou nous, les humains, et soit ils sont mycorhiziens et vivent donc en symbiose avec des végétaux. Bon, je ne développe pas parce que ça commence à être, je pense, bien vulgarisé. Donc, avec les mycorhizes, cette association à bénéfice réciproque. Moi, quand je faisais mes études d'écologie il y a longtemps, 45 ans, plus de 40 ans, on avait un prof de mycologie, mais qui nous parlait, qui parlait des mycorhizes, qui étudiait les mycorhizes, mais nous, on comprenait que c'était, certains arbres faisaient ça, quoi. C'était une curiosité dans la nature. On sait maintenant que c'est plus de 90% des espèces végétales qui sont impliquées dans une symbiose mycorhizienne. Donc, depuis 40 ans, on a vraiment changé de regard, et c'est les mycologues, les écologues qui, par leur quête de connaissances, nous amènent cette compréhension-là. Tout à fait.
Ouais, ça fait partie des microbiotes. Je pense qu'on n'a pas fini de découvrir tout ça. Et c'est assez émerveillant, effectivement, ça, je crois. C'est pour ça que je le classe vraiment dans le plaisir de la connaissance. Ça participe à... Et alors, il n'y a pas que cette approche plus scientifique, écologique, dans le plaisir de la connaissance. Et revenons à nos locaux et à nos pratiques un petit peu anciennes autour des champignons. Il y a des savoirs d'observation de cueilleurs qui sont très fines. Je ne sais pas si vous le ressentez. En tout, je crois même à l'échelle d'un individu qui progresse, qui apprend peu à peu, qui observe. On le sent très bien qu'on fait de l'écologie, à observer, à chercher les coins, les bouletières, là. C'est pas n'importe où. Ils ne sont pas mûrs à n'importe quel moment. Enfin, ils ne sortent pas à n'importe quel moment. Donc voilà le type de description qui montre ces savoirs très fins. Alors, il faut compter les jours. 15 jours après la lune jeune, il faut qu'il ait plu, il faut réfléchir, il faut y aller avec la tête, il faut comprendre comment. On voit que vraiment le côté connaissance, il est aussi dans les pratiques populaires. Voilà, donc là, elle me décrit avec une volonté peut-être un peu comme les parents qui transmettent aux enfants. Là, moi, j'avais un peu l'impression d'être, malgré mon âge avancé, d'être la fille à qui ils essayaient d'enseigner. Alors, ne fais pas ça, va pas chercher les champignons à la cime, essaie de trouver vers les ruisseaux. Et puis, voilà. Et j'ai beaucoup appris, et j'ai beaucoup apprécié ces savoirs d'observation qui se transmettent, qui se partagent. On ne partage pas ses coins, mais on partage les savoirs qu'il y a derrière. Voilà, lui, ce monsieur qui était un docteur, qui était très rationnel, qui comptait très précisément, qui prenait des notes et tout. Alors lui, il a observé que après la pluie, un jour après, il y a le mousseron, après, il y a l'oreillette, après, il sort le rosé, 8-10 jours après, puis après la coulmelle, et puis après, voilà. Et il s'est fait vraiment, pour un territoire donné, ça marche son truc. Bon, après, chacun doit se le faire pour son propre territoire. Il y a aussi le fait qu'il faut que toujours sur son propre territoire, non seulement ils sortent les uns après les autres, et ça, il faut l'observer, mais par exemple, quand on cherche des cèpes, au fur et à mesure que la saison avance, les champignons vont dans la montagne. Elle n'est pas belle, cette phrase ? Et effectivement, au fur et à mesure que ça se réchauffe, il va y avoir une gradation et une évolution de l'emplacement où on va aller chercher les cèpes. Donc ça, c'est hyper important. Imaginez pour ceux qui ont besoin de vendre suffisamment de champignons pour se payer tout ce qu'ils ont envie de se payer. Ben, tout ça, c'est des savoirs drôlement précieux. Et voilà. Et puis, toujours dans le plaisir de la connaissance, il y a vraiment un côté expérimental qu'on retrouve, notamment cette histoire qui est assez jolie, pour créer une bouletière. En fait, ce monsieur-là, qui a 80 et quelques, il pose devant son chêne. Ce chêne, son grand-père l'avait planté quand il est né. Dans un endroit où il n'y avait pas d'autres arbres, effectivement, on le voit bien sur la photo. Et à chaque fois que son père allait chercher des champignons, les vieux, il les mettait au pied. Il allait les porter sous chêne et il disait « tu verras qu'un jour ». Et bien maintenant, il en sort. Est-ce qu'ils ont été semés ou est-ce que c'est venu comme ça? Je ne sais pas. Vous voyez qu'il est, attention, il interprète avec prudence. Mais en tout cas, il y a 2 ou 3 ans, il pleuvait l'été, on en a ramassé pendant 10 jours. Voilà, le fait que sur 3 générations, il y a eu une forme d'expérimentation. Est-ce que, effectivement, j'ai montré ça à des gens qui ont participé à des recherches, puisqu'on sait que les cèpes, on ne sait pas encore bien maîtriser le fait de faire créer des mycorhizes de cèpes. Et qui disait c'est possible. Après, ce qu'on ne sait pas faire, c'est le faire de manière certaine et régulière, quoi. Mais... Voilà.
Et pour terminer, dans ces... Qu'est-ce qui fait courir les chercheurs de champignons? Parce que c'est trop... Voilà, ça fait partie des choses très amusantes. La quête, le jeu, la chasse au trésor. Et je crois vraiment qu'on partage tous cette manière-là de relationner avec les champignons. Alors voilà, ce champignon-là, on le voyait sur une photo tout à l'heure. C'est un gros champignon grand, comme ça, en bois. Et le monsieur qu'on voyait tout à l'heure, il le place devant sa maison, là, au bord de la route de Vébron. Si vous passez à Vébron, peut-être, vous le verrez. Non, au Vanel, pardon. Et ben, ça veut dire la chasse est ouverte. Il y a des champignons, je vous le dis. Je ne vous donne pas mes coins, mais la chasse est ouverte. Et c'est la compétition dont vous parliez tout à l'heure. Après, alors ça, ce n'est pas une citation d'un Cévenol, mais je l'ai mise parce que dans des choses que j'ai pu entendre, et je pense que peut-être ça va vous parler, sur un petit peu dans ce jeu de la recherche, il y a une histoire d'affûtage du regard, et qui est très très bien décrite par cet auteur slovène, donc plutôt d'une zone du monde mycophile, qui a écrit un essai sur le fou des champignons, qui est assez intéressant. C'est un roman. Hein. Et donc, il décrit ce que c'est que d'affûter le regard avant de pouvoir en trouver. Et je trouve ça... Voilà, on n'a pas le temps de s'attarder sur chaque citation, mais voilà, quand il y a toute une préparation et qu'ensuite, il arrive sur les endroits prometteurs, ses yeux étaient prêts. Donc ça fait partie, tout ça. Voilà. Dans le jeu, il y a ne pas laisser de traces sur son passage. Hein. Dans le jeu, la compète, lui disait attention, hein, il ne faut pas renverser les mauvais parce que celui qui marche derrière, il va savoir, quand il verra les mauvais, il passera avant et il ne faut vraiment pas montrer qu'on est passé par là. Vous avez tous dû expérimenter un peu ça. Des fois, on se cache. Hein. Je vous avoue que ça m'arrive aussi de me cacher un peu. Lui, ce monsieur très facétieux, j'y mets quelques feuilles, un caillou pour ne pas faire voir que j'ai trouvé un champignon. Alors, il faut tromper l'ennemi aussi. Quand on me demande où c'est, je dis c'est dans la montagne, le jeu. Et puis, il y a le fait de dire il n'y en a pas beaucoup alors qu'il y en a beaucoup. Bon, tout ça, vous connaissez. Hein. C'est le jeu, comme elle dit. Voilà, donc là, il y aura encore plein de choses à raconter. Je suis sûre que ça réveille des tas de choses chez vous. Mais on ne peut pas y passer trop de temps non plus. Mais donc, je reviens à la question de départ. Alors, au fait, bon, mycophile, mycophobe, un peu des deux, ok. Mais pourquoi ? Comment on peut essayer de comprendre ? Parce que Lévi-Strauss, il observe ça, mais il nous laisse le soin de trouver nos propres hypothèses là-dessus. Donc, je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose à votre avis. Est-ce que vous auriez des hypothèses ? Moi, j'en ai une qui n'est qu'une hypothèse et je veux bien la partager avec vous. Mais... Pardon ? Oui. Oui, mais ça ne nous dit pas pourquoi on est à la fois mycophile et mycophobe. C'est pas qu'on n'aime pas la nature. S'il y a une partie de mycophobie chez les Cévenols et une partie vraiment de mycophilie, bon, voilà. Je vous livre mes réflexions. Pardon ? Ouais. Mais la question, c'est comment on peut être... Voilà. Exactement. Déjà, c'est vrai, donc le fait qu'on est attiré par la nature. Merci de la reformulation. Comment expliquer cette bipolarité chez les êtres humains ? Oh, oui. On est un peu bipolaire, bon. Il faut regarder l'histoire des migrations et des ligures qui vivaient dans le Bangkok. Alors, voilà, je pense que c'est vraiment des questions à travailler avec des historiens et ce serait intéressant, voilà, bon,
Je ne sais pas si on... En tout cas, moi, simplement, il y a une réflexion que je me fais, c'est que, et je vais l'étayer un tout petit peu avec un conte, qu'il y aurait peut-être quand même plus, au départ, une mycophobie. Ce serait aussi à discuter avec les historiens qui ont travaillé sur le protestantisme et voilà, le côté religion, le diable, le diabolique. Il y a probablement quand même ce côté-là, les serpents. Donc probablement ça, c'était sous-jacent au moins à un moment de l'histoire des Cévenols et que ça aurait été contrecarré par l'importance qu'a pu prendre cette ressource essentielle d'un point de vue économique pour un pays pauvre. On le sait bien hein, que les Cévennes, on arrive à s'en sortir, hein, 12 métiers, 13 misères, comme on dit dans les Cévennes. Mais, donc cette ressource disponible pour tous dans une région quand même où il n'y avait pas beaucoup de richesses agricoles. Oui, c'est vrai, ouais. Ouais. Voilà, donc peut-être bien que ce côté mycophilie très forte pour quelques espèces seulement, le besoin crée l'affection, bon, c'est peut-être, voilà, mais seulement pour quelques espèces méritantes, entre guillemets, celles qui sont faciles à reconnaître et qui nous ont apporté, enfin qui leur ont apporté beaucoup, je peux pas me compter dedans. Et juste pour finir sur cette question-là, si vous n'en avez pas encore trop marre des histoires, j'ai une troisième petite histoire à vous raconter, qui ne vient pas des Cévennes, mais je l'ai racontée à des Cévenols notamment, qui m'ont dit, mais on nous racontait une histoire assez similaire avec... pas, tous les motifs ne sont pas présents, mais il y a une partie de l'histoire qui était racontée quand on était petit, donc... Voilà, et qui est vraiment une histoire qui vient d'une région d'Europe très mycophobe, le Pays de Galles. Alors ça a trait avec ces fameux rondes que nous on appelle rondes sorcières ou rondes des fées ou cercles de fées. Et c'est encore une fois l'histoire de deux frères. Ceux-là, ils ont un nom. C'est Rhys et Llywelyn. Ces deux frères, ils ne sont pas bien riches, ils travaillent pour un propriétaire. Et ce jour-là, ils reviennent des champs, ils ont labouré toute la journée, ils sont fatigués. Il y a le soir qui tombe, c'est le crépuscule, et les chevaux essaient d'accélérer un peu pour rentrer, avoir à manger. Et puis, ils passent dans une sorte de plaine un peu brumeuse, et à ce moment-là, le plus jeune frère, Rhys, dit « Attends, écoute !» Le grand frère dit « J'entends rien. »« Mais si, écoute la musique, là ! Écoute ! Il y a de la harpe, il y a de la flûte, il y a une belle danse. Moi, j'ai envie d'aller danser. » L'autre, il lui dit « Tu t'es pas assez dépensé aujourd'hui, on rentre, regarde, les chevaux sont fatigués, ils renaclent, il faut y aller. » Et le plus jeune Rhys dit « Non, vas-y, moi, je vais danser une danse, et je te rejoins après, t'inquiète. » Bon. L'autre, il est tellement fatigué qu'il laisse le jeune à son petit moment de folie et il rentre avec les chevaux. Et puis le lendemain matin, le grand frère, Llywelyn, se réveille et il a envie que le Rhys lui raconte sa danse, là, comment ça s'est fini. Il rentre dans la chambre, pas de Rhys. Il fait le tour de la maison, pas de Rhys, il n'est pas là. Alors il va vite trouver le propriétaire, il lui explique ce qui s'est passé hier soir. Et... Oh, le propriétaire, là, il dit attention. Il s'y connaissait en matière de fairies, de fées. Il lui dit il faut y aller tout de suite, ton frère est en danger. Et les deux repartent à l'endroit où le jeune frère s'est arrêté pour danser dans la plaine. Et ils arrivent, c'est à nouveau le crépuscule, et le grand frère cherche l'endroit, et puis il dit, je crois que c'était par là, et là il y a un grand rond, un grand cercle, sur lequel l'herbe semble toute piétinée, et sans faire attention, il pose le pied sur ce cercle. Et à ce moment-là, il entend.
la musique. Et à ce moment-là, même dans la pénombre qui commence à s'installer, il aperçoit des tas de petits êtres qui tournent, qui dansent et qui piétinent ce grand cercle d'herbe piétinée. Alors, il regarde mieux et il lui semble reconnaître son frère avec sa blouse bleue qu'il portait hier. Et le fermier lui dit « Attention, attention, il faut qu'on soit deux, il faut être fort pour le sortir de là. Surtout ne rentre pas dans le cercle, surtout ne rentre pas. » Et il vient, il s'approche de lui et tous les deux, comme ça, en périphérie du grand cercle, ils attendent que Rhys passe à leur niveau et tous les deux, ils l'attrapent par la chemise et ils le tirent de toute leur force du grand rond des fairies. Et à ce moment-là, Rhys, il se retrouve en dehors, il est complètement perdu. Il dit « Mais qu'est-ce que vous faites là ? J'étais en train de danser, laissez-moi, ça fait 5 minutes à peine que je danse, laissez-moi terminer ma danse. » Et les autres lui disent « Non, ça ne fait pas 5 minutes, c'est depuis hier soir. » Et il le tire et il le ramène dans la ferme. Les jours qui suivent cette histoire, Rhys n'est pas en forme. Il n'arrive plus à se lever de son lit. De temps en temps, il arrive à se lever, mais on le voit esquisser un pas de danse désordonné. Et puis, on a l'impression qu'il a toujours une musique qui lui tourne dans la tête. Puis, il finit par rester de plus en plus longtemps au lit. Et un triste jour, il ne se lève plus. Il est mort, Rhys. Et voilà l'histoire telle qu'elle se raconte et se raconte. Et c'est raconté sûrement beaucoup et dans beaucoup d'endroits, pas seulement au Pays de Galles. Et qu'on racontait aux enfants pour leur dire « Attention, surtout, ne rentre pas dans le cercle des fées et si tu entends la musique, ne cède pas à l'envie d'aller rejoindre ceux qui dansent. » Voilà. Et donc j'ai raconté cette histoire-là à une Sévenole il n'y a pas très longtemps qui m'a dit « Mais il n'y avait pas l'histoire des deux frères ?» Mais on nous racontait exactement ça, que dans ces cercles, il y avait de la musique potentiellement et qu'il ne fallait surtout pas rentrer à cause de la musique. Et voilà, donc c'est intéressant. Ça ferait peut-être partie du vieux fond mycophobe de chez nous. Peut-être vous aurez remarqué qu'il y a un parallèle quand même assez étrange avec le premier conte que je vous ai raconté. Il y a deux frères, il y a une danse. C'est pas le même contexte exactement. Là, on est sur un rond de sorcière. Là. Mais bien sûr, les contes, on le sait, il y a des motifs qui circulent dans le monde. Mais en tout cas, cette manière de raconter l'histoire, c'est une manière de zone plutôt mycophobe. Voilà. Donc voilà pour un peu l'extrait que je peux vous donner de ces histoires qu'on m'a racontées dans les Cévennes et sur l'Écosse. Et pour terminer, juste quelques zooms sur quelques champignons que du coup j'ai eu l'occasion moi de bien découvrir, bien rencontrer avec le regard des gens qui me les ont fait découvrir. Certains, je les connaissais un peu déjà, mais pas beaucoup, je ne savais pas qu'ils étaient là autour de moi. Donc, je partage avec vous cet émerveillement. Bon, les soucarelles, ce qu'on appelle les soucarelles ou les souchettes, ça peut correspondre à deux espèces selon, je ne sais pas ici comment on les nomme, mais donc, dans ma petite aire d'enquête, c'est le plus souvent des armillaires couleur de miel qui, comme vous le voyez, sont des champignons qui peuvent être très, très, très abondants en touffe. On en a vu dans l'exposition mycologique. C'est légèrement toxique, comme on le sait aujourd'hui, que par accumulation, c'est pas terrible. Ça, c'était vraiment, ça faisait partie de ces champignons qui donnaient beaucoup à manger au moment où on n'avait pas forcément beaucoup et qui étaient appréciés pour la quantité, pas forcément pour le goût, et qui étaient blanchis, vraiment, blanchis par précaution. Après, vous avez la foliote du peuplier qui est à droite, qui peut être par certains appelée soucarelle parce que ça pousse aussi sur les souches, mais sinon c'est plutôt les piboulades puisque ça pousse sur les peupliers le plus souvent, et qui est un champignon absolument délicieux. Alors moi, dans ma petite zone d'enquête, je n'avais pas les gorges du Tarn, mais dans les gorges du Tarn, il y a une étude complète à faire sur les cultures maison de foliote du peuplier.
Et je crois que dans la salle, il y a quelqu'un qui aime beaucoup les foliotes de peuplier et qui... L'armilière, ils ont tendance à la considérer de plus en plus comme toxique. Oui, c'est ce que je disais. J'en ai Ouais. mangé plein, ça m'a rien fait. C'est par accumulation, apparemment. Je crois que les gens ne réagissent pas pareil par rapport à la toxicité des champignons. C'est vrai. Elle est Ouais. plus toxique, mais En tout cas, on sait maintenant qu'il y a une prudence à avoir avec ce champignon. Et je crois qu'il y a aussi des intérêts thérapeutiques qui sont en train d'être mis à jour, donc à suivre. En tout cas, les vieux la connaissent, les jeunes non. Ça n'a pas été trop transmis. Les sous-carrels, c'était pour les grands-parents, c'est plus trop... voilà. La langue de bœuf, vous en avez trouvé plein là sur le Vigan. Moi, je ne la connaissais pas tant. La viande du pauvre, ils l'appellent pour certains. C'est vrai que quand on l'épluche un peu et qu'on la coupe, on a vraiment l'impression d'avoir un bout de viande un peu enfin, ça donne cette impression-là. Et voilà ce que disait ce monsieur. Voilà, on les cherche pas n'importe où. Chez nous, c'est dans les vieux châtaigniers qu'on appelle les carabuntels. Et ils sont tendres, on dirait du beefsteak. Plus tendre même. Avec de l'ail, c'est très bon. Ça, c'est pareil, c'est plus les anciens qui le mangent chez nous. Après, ça se remontre maintenant, mais il y a eu une rupture avec ce type de champignon. L'oreillette du panico, là, on va sur le calcaire pour le trouver. Donc c'est vraiment, comme le disait le monsieur qui mettait le cep là, pour dire la chasse est ouverte. Voilà ce qu'il dit. Quand on est né quelque part, on est né quelque part. Les cosnards, ils cueillent les oreillettes, les lactaires et les grisés, mais les cèpes, ça ne les intéresse pas. Et bon, ça a changé, hein. Mais quand même, voilà, on va raconter des anecdotes où effectivement... donc, je ne sais pas si vous les connaissez, parce qu'il faut vraiment être proche du calcaire pour pouvoir en trouver, mais c'est vrai que c'est des champignons assez délicieux. Et qui peuvent être cultivés et qui, s'ils n'ont pas assez d'oxygène, enfin c'est une question, c'est très complexe, hein, la culture des champignons. Notre producteur, là, quand il en produit, ça prend cette forme-là, et quand un cosnard voit ça, ça le fâche un peu. De voir comment on travestit un petit peu le champignon qui est un petit peu emblématique pour eux. Celui-là, je vous en parle alors que vraiment, il n'est pas repéré par les gens que j'ai interrogés du tout. Mais c'est vrai que moi, j'ai commencé à beaucoup plus regarder les polypores et le ganoderme aplani ou polypore des artistes, parce qu'on peut dessiner dessous, sous les pores, c'est blanc et ça s'oxyde et ça donne vraiment on peut conserver un dessin très fin dessus. Et je vous en parle parce que j'ai trouvé que donc il est assez fréquent plutôt en partie un peu haute, un peu montagneuse, donc je pense qu'il doit y en avoir aussi pas loin d'ici. Et pour ouvrir un petit peu l'intérêt au fait qu'il y a des intérêts médicinaux, hein, je ne vous en ai pas parlé pour l'instant du tout, parce que les locaux, ils n'en parlent pas du tout. Sauf les gens comme vous, comme moi maintenant, qui s'intéressent à ce côté santé, et puis qui se rendent compte qu'il y a un potentiel formidable dans les champignons, notamment les polypores. Et en fait... Ouais. Oui, non, je suis d'accord qu'il y a des champs très larges de découverte. Mais donc ça, j'ai trouvé ça intéressant par rapport au côté médicinal des champignons. Ce que nous dit Diane Fossé dans Gorille dans la brume, apparemment, c'est pour ce champignon-là, hein, dans le document que j'ai trouvé, c'est ce qu'ils disent, que donc des gorilles qu'elle a observées, elle vivait avec eux, vous savez, hein, alors là, c'est pas dans la citation, mais elle raconte les plus jeunes essayent de l'arracher pour le manger, ils n'y arrivent pas, alors du coup ils viennent les lécher directement sur le tronc. Et par contre, les plus vieux qui arrivent à le casser, parce que ça demande de la force, hein,
il s'éloigne de l'endroit et il l'emmène assez loin pour éviter de se le faire piquer par les dominants. Donc, voilà. Donc là, ça ouvre un petit peu à ce côté médicinal que, semble-t-il, des animaux, dont des animaux peuvent avoir l'instinct. Et bon, celui-là, vous le connaissez, j'imagine. J'en ai un échantillon s'il y en a qui veulent. Absolument. Ouais, la répartition des champignons, ça n'a rien à voir avec la répartition des plantes. C'est souvent beaucoup plus vaste. Le Ganoderme luisant, qui lui, vous le connaissez sûrement, hein, le fameux Reishi pour les Japonais ou Lingzi pour les Chinois. J'en ai un très bel exemplaire si certains l'ont jamais vu, si vous voulez le voir. Donc, qui est appelé champignon d'immortalité dans ces cultures d'Asie. Et il y a une légende, je ne vous la raconte pas parce que là, il n'y a plus le temps, mais juste en quelques mots, la légende de Serpent Blanc, qui raconte que un serpent a la vie sauvée par un homme, et des générations plus tard, après multiples réincarnations, il se réincarne le serpent sauvé donc en jeune femme blanche, et qui va remercier son salvateur, en tout cas la réincarnation de son salvateur, et qui va l'épouser. Et à un moment, il meurt, parce qu'il y a un méchant moine dans l'histoire, et elle monte sur la montagne sacrée, où il y a les herbes sacrées, et où il y a le champignon d'immortalité qui est protégé par les dieux. Et elle va réussir à chercher le champignon d'immortalité pour rendre la vie à son époux. Et ça, c'est une légende très, très, très connue en Chine notamment, mais plus largement. Et donc là, ça vous montre une histoire qui montre ce côté champignon un peu qui fait partie du domaine des dieux, là. Donc on n'est pas on est bien chez les mycophiles. Et il y a la légende du serpent blanc dont on retrouve des tas d'illustrations. Il y a même une série, je crois, récente, dont c'est très modifié. Voilà, donc là, ce côté médicinal qui, du coup, là, est très bien connu, et on le sait bien que en Asie, la mycothérapie est vraiment née fortement là, dans cette ère du monde. Autre champignon dont je ne me doutais pas qu'il y en avait par chez nous. Donc là, j'en ai aussi un échantillon, parce que ceux-là, il n'y en a pas forcément dans les expositions mycologiques. Donc en fait, dans les zones un petit peu élevées, où il gèle beaucoup et où il y a beaucoup de boulot, on peut trouver du chaga. Et là, vous avez une très belle citation de Solzhenitsyn, qui, dans le pavillon des cancéreux, raconte comment un homme, qui est lui, en fait, c'est un roman, mais il parle de son expérience, va chercher le chaga pour soigner son cancer, et comme une bête sauvage, aller se reconnecter à la nature qui le sauve. Si vous voulez le voir, je vous le... Voilà. Donc ça, c'est maintenant, depuis qu'on sait qu'il y est, il n'y a pas très longtemps, il y a eu un article dans Midi Libre il y a quelques années qui montrait un garde du parc qui avait trouvé ça, puis depuis, de temps en temps, on sait qu'il y a, alors on le trouve. Et ça, vraiment, les locaux, ils le connaissaient, enfin, ils ne le repéraient pas du tout. Voilà. Et puis le dernier, pour la fin, alors celui-là, il y en avait à l'exposition mycologique, donc c'était une bonne exposition mycologique, parce que voilà ce que me disait mon mycologue. Je me souviens d'une année, quand on exposait à la Jeunette Verte, à Florac, il y avait les Floracois qui buvaient leur verre au café du coin, et là, il y avait deux vieux qui parlaient, qui rouspétaient dans leur barbe. Ça vaut rien, cette expo. Ils n'ont même pas mis le boulet Daniel. Et le boulet Daniel, donc boulet, bouletière, hein, c'est la même, ça veut dire champignon d'agneau, c'est, voilà, le voilà en train d'être ramassé par Émeric, qui est garde au parc et qui en a dans la châtaigneraie qu'il exploite. Celui-là, il faisait 7 kilos.
Alors, ce champignon-là, moi, je ne le connaissais pas du tout, et beaucoup de gens ne le connaissaient pas, ni même lui. Il me dit, moi, les gens me parlaient du boulet Daniel, je ne savais pas ce que c'était, parce que ce nom, il le connaissait, ce champignon. Il ne savait pas que les Cévenols l'appelaient comme ça. Et le tenait en grande estime, parce qu'il est très nourricier, il est très bon, et quand on en a 7 kilos, on en a pour un moment à le manger. Voilà. Donc, pour les Cévenols, on l'appelle boulet Daniel. Ça évoque ces feuillets comme ça, évoque un peu un truc un peu laineux. Pour les anglophones, hen of the wood, la poule des bois, ça évoque plutôt les plumes d'une poule pondeuse. Pour les japonais, maitake, mai, la danse, take, le champignon. Et la valeur énorme qu'on attribue à ce champignon, donc notamment au Japon, faisait qu'une des explications de son nom, c'est qu'on dansait de joie quand on le trouvait. Et parce que, voilà, imaginez, il est très bon, il est très gros, il valait très cher, il pouvait se vendre très cher, et il est très médicinal. Eux le connaissent, il était utilisé pour renforcer, voilà. Donc, cultivé au Japon depuis 81. Maintenant, il est vraiment cultivé en grande... Apparemment, ce n'est pas très facile à cultiver, puisque notre ami Charles essaye depuis quelques années, et puis il dit qu'il a tendance à se faire parasiter très facilement dans ses cultures, et pour l'instant, il n'y arrive pas. Mais là, il y a un marché à prendre. Parce que, voilà, bon, il n'y a pas que lui, mais... il a des propriétés reconnues par vraiment un grand nombre de recherches de ces propriétés immunorégulatrices liées à ces polysaccharides, les bêta-glucanes. Vous avez sûrement tous entendu parler de ça. Là, maintenant, ça explose un peu, les articles là-dessus. Et c'est de plus en plus étudié aussi chez nous. Voilà. On sait que le système immunitaire... a besoin qu'on l'aide par les temps qui courent. Et voilà, donc ça termine un petit peu sur cette note d'avenir aussi, de l'intérêt de ces champignons. Et je vous laisse, pour terminer, ça c'est une dame qui faisait partie de mes enquêtés, qui est une poète, et qui parle dans son poème sur les champignons, de la quête du champignon de manière, je trouve, très sensible et très... Si quelqu'un a envie de le lire pour tout le monde, pour changer de voix, n'hésitez pas, ou sinon vous le faites. Il y a une deuxième partie, donc j'attends. Voilà, pour retrouver notre connexion à ces merveilleuses balades qu'on a la chance de pouvoir faire par chez nous, en quête de champignons. Voilà. Alors, je dis merci pour votre écoute et vos témoignages, parce qu'il y en a eu, mais ça reste ouvert si vous avez encore un peu de temps pour échanger, témoigner ou compléter ce qui a été dit.